On sait que la conformation territoriale de la République, de cette nation, a beaucoup évolué par rapport à une époque où nous avions les villes et les campagnes, le ras des villes et le ras des champs. Il y a des zones intermédiaires, il y a les urbains, la ruralité. Jean-Christophe Guilly et Jérôme Fourquet se sont beaucoup penchés sur cette analyse territoriale. Aujourd'hui, la vraie ruralité, il y en a une qui est intermédiaire. La vraie ruralité, c'est quoi? C'est vraiment la campagne agricole avec des paysannes et des paysans ou pas que? Alors non, déjà la ruralité, la pure ruralité, voilà, c'est quoi? Au sens d'une faible densité de population, celle qui est souvent retenue comme la ruralité, qui fait grosso modo 20% de la population, n'est pas uniquement rurale et agricole, loin s'en faut. Mais à mon sens, c'est une vision... Alors ça existait, hein, des zones totalement... Oui, tout à fait. Mais c'est de moins en moins le cas. Jusqu'aux années 60 à peu près. Exactement. Voilà. Maintenant, beaucoup de ces territoires vivent aussi de services publics, vivent aussi d'artisanat, donc c'est pas du tout le même c'est du tourisme aussi. C'est perçu à un moment donné comme péjoratif, vous savez, rural. C'était quoi? Ça voulait dire rustre, rupestre. Ah oui, autrefois c'était... C'est la racine latine, hein, c'était... Et ça peut encore l'être parfois dans la bouche de certains. Oui. Mais ce qui est intéressant de voir, à mon avis, vous parliez de Christophe Guilluy, à mon avis, c'est que cette ruralité aujourd'hui, elle ne se réduit pas à ces zones à très faible densité. Ça n'est pas uniquement des paysages, c'est aussi les petites villes. Et cette question des petites villes, elle est clé, notamment par rapport au sondage qu'on sort aujourd'hui, parce que la perception qui ressort des habitants des territoires ruraux et de l'ensemble de la population, qui a beaucoup moins de moyens qui est donné dans les territoires ruraux, eh bien, c'est en fait aussi la perception de ce qui se passe en fait dans l'éducation prioritaire. C'est-à-dire que l'éducation prioritaire, concrètement, à l'école, eh bien, on a 3 fois moins de chances de bénéficier des moyens de l'éducation prioritaire quand vous êtes un jeune rural que quand vous êtes un jeune urbain. Cette éducation prioritaire, pour vos auditeurs, c'est les moyens que l'école donne dans les territoires où il y a plus de besoins scolaires. Donc c'est très important parce que ça dit aux enfants de nos territoires qu'ils ne sont pas une priorité pour l'école. Et c'est à mon avis très inquiétant parce qu'en fait l'école est la première institution à laquelle on est confronté. Et donc si on se sent méprisé ou délaissé par l'école, en fait on se sent délaissé, méprisé par l'ensemble des institutions. L'école, c'est le primaire pour la municipalité, le collège pour le département, le lycée pour la région. Ce sont quand même des entités territoriales qui sont responsables. L'État n'est pas uniquement responsable des carences scolaires dans ces territoires-là. En réalité, alors oui, vous dites ça parce que ce qui ressort du sondage, c'est que la plupart des gens disent, 75% disent c'est la faute de l'éducation nationale. Les collectivités territoriales ont aussi leur part de responsabilité. Oui, mais sur les moyens d'équipement. Donc en réalité, sur le fond du résultat scolaire, c'est quand même l'État qui est en cause. C'est bien l'État. La ruralité aujourd'hui, française, est-ce qu'il y a des inégalités, j'allais dire, dans le traitement? Il y en a des ruralités qui sont encore rayonnantes, qui sont encore florissantes, qui se portent bien ou qui sont moins atteintes par la mondialisation, et d'autres qui sont beaucoup plus victimes du désordre économique, socio-économique auquel ce pays est confronté. Oui, tout à fait. Alors ça, ça ressort pas directement de ce sondage qui est plutôt lié à l'éducation, mais ce qui est manifeste, c'est que on a tendance à investir beaucoup dans la ruralité aujourd'hui sur la question du tourisme, du développement de l'économie résidentielle, du développement en fait de l'économie de proximité, avec l'idée que nos ruralités ont un attrait touristique, ce qui est vrai, et donc elles vont devenir un petit peu la maison de vacances de l'Europe, si vous voulez. Je crois que c'est dommage parce que d'une part ça met dehors tout un tas de jeunes qui habitent dans des littoraux, qui sont nés dans ces territoires-là, mais qui doivent, à cause du renchérissement des prix du foncier, quitter ces territoires. Et puis deuxièmement, l'autre difficulté principale, c'est que ça ne se fait pas dans tous les territoires. Et donc moi, j'habite dans l'Aisne, si vous voulez, dans cette région. Eh bien, vous n'avez pas cet attrait touristique, et le vrai levier, en fait, le seul qui permette de faire l'égalité des territoires, en tout cas de créer la cohésion des territoires, c'est la réindustrialisation. C'est le seul moyen qu'on puisse. Bien sûr. Donc on est bien au cœur de l'actualité. L'Aisne est un très beau territoire. Vous êtes plutôt dans le nord, du côté de la Thiérache Je suis au milieu, moi. Je suis entre Laon et Soissons. Très belle campagne. Là, pour le coup, l'Aisne est souvent montrée en exemple comme étant une campagne qui a été délaissée, abandonnée. Pourtant, il y a une fierté. Il y a des gens qui, dans la ruralité, ils tiennent beaucoup, se battent pour la préserver. Ah oui,
Oui, la plupart des habitants sont très attachés à leur territoire. Le vrai sujet, c'est, encore une fois, ils ne demandent pas un traitement de faveur. Ce qu'ils demandent, c'est simplement d'être mis sur un pied d'égalité. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, pour revenir sur la question de l'éducation prioritaire, vous avez des critères qui sont structurellement discriminants pour les ruraux, puisque un des critères pour bénéficier des moyens de l'éducation prioritaire, c'est d'appartenir à un QPV, c'est-à-dire un quartier de la politique de la ville. Mais structurellement, vous avez exclu une grande partie des enfants, puisque la politique de la ville, c'est pour les ensembles urbains d'au moins 10 000 habitants. Moi, dans l'Aisne, les ensembles urbains d'au moins 10 000 habitants, vous en avez 5, si vous voulez. Donc, structurellement, vous avez mis à l'écart, et donc on aboutit à ce résultat qui est que les jeunes ruraux ont 3 fois moins de chances de bénéficier de ces moyens supplémentaires. La ruralité, elle envoie aussi ses élus, je parle d'élus nationaux, des députés, des sénateurs. J'en connais certains qui sont plus mobilisés que d'autres. Quand vous leur posez la question, c'est un petit peu aussi apporter le débat au niveau du Parlement pour sauver, j'allais dire, c'est la ruralité, pour utiliser un terme un peu marqué, c'est le pays réel, c'est la France authentique. Ça les préoccupe pas plus que ça de voir qu'il y a des zones qui sont en abandon total ? Moi, je crois qu'il y a un certain nombre une prise de conscience depuis le mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, il faut que ça se traduise dans les actes. Et concrètement, là, sur cette question, encore une fois, je reviens sur la question de l'éducation prioritaire, parce que pour moi, c'est symptomatique. Bien sûr. Non, mais tout passe par là, tout passe par l'école. Exactement. De l'intérêt que le pays porte à ses enfants et de la façon dont il les considère. Eh bien, là, on commence à voir évoluer un certain nombre de choses. On a fait donc une table ronde qu'on a organisée avec l'IFOP, Jérôme Fourquet, avec un certain nombre d'acteurs associatifs. Et il y avait à cette table ronde une députée Modem qui s'appelle Delphine Lingman qui a sorti une proposition de loi suite à ce colloque sur la réforme de l'éducation prioritaire. Donc il y a des choses qui bougent, mais force est de constater que aujourd'hui on ne va pas beaucoup plus loin et pour être très concret, l'état du Parlement et en tout cas de la représentation politique ne permet pas aujourd'hui qu'il y ait une vraie évolution. Nous sommes d'accord pour proclamer qu'une école qui ferme dans une commune, dans un village, c'est un morceau de l'histoire de France qui disparaît, c'est un instant de la République qui s'éteint. C'est dramatique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, jusque, je crois, en 1880, la loi imposait à un village d'accueillir au moins une école primaire, un village à partir au-delà de 500 habitants. Au nom du service public, tout simplement. Exactement. Et c'est très intéressant de poser la question sous cet angle-là, parce qu'en termes d'inégalité, il y en a une autre qui me semble être importante à considérer, surtout dans cette période de budgétaire et de fermeture de postes en zone rurale, puisque aujourd'hui on fait l'égalité sur le nombre d'élèves par classe. Donc on aligne, si vous voulez, le nombre de postes disponibles en fonction du nombre d'élèves par classe, et on se dit s'il y a il y a un trop grand écart entre le nombre d'élèves par classe dans une zone rurale et dans une grande ville, eh bien on va fermer les postes, et donc on va donner plus de temps de trajet en fait aux enfants des zones rurales. Et donc le vrai sujet, à mon avis, c'est de se dire, en termes d'accès au service public, en termes d'égalité devant l'école, est-ce que le critère pour lequel on voudrait faire l'égalité, ça n'est pas plutôt le temps de trajet? Est-ce que dans un grand pays comme la France, on peut pas se dire que faire 1 heure de trajet le matin pour aller à l'école, donc un enjeu de mobilité, c'est un peu beaucoup, qui est au cœur de tous les débats régionaux et territoriaux. Jean-Baptiste Noyac, merci, noble combat. Voilà, votre rôle est essentiel. Excellence Ruralité, je rappelle le nom de votre association, et vous êtes au cœur, j'allais dire, des enjeux essentiels de ce pays, de cette République. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler, parce que nous suivrons de près l'évolution de votre engagement, et nous sommes évidemment à Sud Radio plus que jamais, et peut-être plus qu'ailleurs, soucieux de cette réalité, de cette âme de la France qui ne doit pas mourir et qui ne mourra pas. Vous restez avec nous. Merci.